Pourquoi le passage le plus observé depuis des années, le passage près de Mars qui a fait exploser Internet, n'a-t-il fourni que des questions? Et que cachent les agences derrière leurs excuses techniques? Quand les astronomes amateurs de leur jardin obtiennent des images plus nettes que les missions à plusieurs milliards de dollars et que des rumeurs sur une chimie impossible commencent à circuler, une seule chose reste certaine. La vraie histoire ne fait que commencer. Alors, que ne nous dit-on pas? À 9h22 temps universel coordonné le 7 octobre, les premières images officielles de 3IP Atlas de l'Agence spatiale européenne sont apparues sur les canaux de l'agence. En quelques minutes, les plus grands comptes scientifiques du monde, les passionnés d'espace et même les pages de mèmes ont diffusé la même image décevante. Un point faible et flou, à peine plus brillant que le bruit numérique qui l'entourait. À midi, les sujets de l'Agence spatiale européenne étaient en tendance dans 4 langues. Des hashtags comme point flou et où est la photo ont envahi X et Reddit avec des analystes amateurs disséquant chaque pixel. L'indignation ne s'est pas arrêtée à la déception. Des images comparatives ont inondé le net, montrant des photos de télescopes amateurs avec des détails plus évidents que ceux de l'orbiteur de plusieurs milliards d'euros. Les commentaires accusaient l'Agence spatiale européenne de cacher quelque chose, pointant le silence simultané de la NASA, de la Chine et des Émirats arabes unis. Avec chaque question sans réponse, la pression pour une vraie explication ne faisait que croître. La caméra Cassis à bord de l'orbiteur ExoMars 13 Gaz Orbiteur n'a jamais été conçue pour chasser les visiteurs interstellaires. Son travail est de cartographier la surface martienne en couleur vive, de suivre les glissements de terrain et de chercher des changements subtils dans la poussière et le givre. Quand la caméra s'est dirigée vers 3I Atlas à 30 millions de kilomètres, la conception est devenue une limitation. Chaque pixel de Cassis couvre environ 340 km à cette distance, assez pour engloutir des volcans martiens entiers, sans parler du noyau de la comète qui pourrait ne faire que quelques dizaines de kilomètres de large. La résolution de la caméra, 11,36 microradians par pixel, établit une limite stricte. Peu importe la perfection de la mise au point ou la durée de l'exposition, tout ce qui est plus petit qu'un pixel devient flou. C'est de la lumière étalée sur le capteur. Nick Thomas, le chercheur principal, a appelé cela un étirement, même pour obtenir une détection. La comète était au moins 10 000 fois plus faible que les caractéristiques de surface pour lesquelles les yeux de Cassis ont été créés. L'équipe a empilé les expositions, ajusté le suivi et extrait chaque bit de signal du bruit. Le résultat, un point flou, n'était pas une dissimulation, mais un plafond technique. La coma, un nuage de gaz et de poussière large de milliers de kilomètres se fond dans l'arrière-plan, et le noyau est complètement perdu. La physique est impitoyable. À de telles distances, même le meilleur équipement sur Mars ne peut que confirmer la présence de la comète, mais ne peut révéler ses secrets. Le public voulait un portrait. La caméra ne pouvait donner qu'une empreinte digitale. Le prochain espoir pour des détails devait venir d'un autre instrument ou d'une orbite complètement différente. HiRISE, la caméra haute résolution à bord de l'orbiteur de reconnaissance martien de la NASA, devait être l'atout de Mars. Son optique peut cartographier les traces de rover depuis l'orbite. Et à une distance de 30 millions de kilomètres, elle promettait au moins un aperçu, peut-être quelques pixels du noyau de 3I Atlas. Mais quand le passage s'est déroulé, HiRISE a plongé dans l'obscurité. La fermeture du gouvernement américain, qui a commencé le 1er octobre, a gelé toute la chaîne. Aucun canal de communication de commande, aucun journal d'État, aucune publication publique de données. Les canaux officiels sont restés silencieux pendant des jours. Les astronomes amateurs et professionnels ont pressé actualiser dans l'archive HiRISE, attendant tout signe de campagne. Rien n'est apparu. Même les fichiers de planification habituellement publiés à l'avance étaient absents. Avec les bandes de la NASA gelées, la spéculation s'est tournée vers d'autres yeux martiens. L'orbiteur chinois Tianwen-1 et la mission Hope des Émirats arabes unis suivaient tous deux l'approche de la comète. Mais ni l'un ni l'autre n'a publié d'images, de déclarations ou même de démentis. Le silence s'approfondissait. Certains ont pointé la fermeture comme le coupable évident, mais d'autres se sont demandé pourquoi 3 agences spatiales sur 2 continents se sont toutes tues. En l'absence de données, les rumeurs ont comblé le vide. Chaque heure sans réponse attirait plus d'attention sur ce qui manquait. Pas seulement une image plus claire, mais le sentiment que les meilleures caméras du monde avaient été réduites au silence. L'absence d'HiRISE est devenue l'histoire.
Le joyau manquant de la couronne a laissé Internet affamé de preuves extérieures, et chaque question sans réponse a nourri le soupçon que quelque chose était caché de la vue. Dans les heures qui ont suivi le point flou de l'Agence spatiale européenne devenant viral, les guerres d'images ont commencé. Des astronomes amateurs, de l'Italie au Japon, ont publié leurs versions. Certains avec des piles profondes de dizaines d'images, d'autres avec des filtres d'amélioration par intelligence artificielle promettant de révéler la structure cachée. Le 9 octobre, Internet s'était divisé en deux camps. Un groupe prétendait voir un noyau clair, peut-être même un soupçon de queue ou de jet, affirmant que les télescopes de jardin avaient dépassé l'orbiteur d'1 milliard d'euros. L'autre avertissait que chaque nouveau détail était une illusion, un fantôme né du surtraitement et de la pensée magique. Maya Trin, une célèbre chasseuse de comètes de Melbourne, est devenue la voix non officielle du premier camp. Elle a publié une séquence d'images, chacune plus traitée que la précédente, avec des annotations pointant ce qu'elle appelait des rayures non aléatoires autour du noyau. Ces posts ont recueilli des dizaines de milliers de retweets, alimentant une vague de spéculations sur ce que les professionnels rataient ou cachaient. Mais les astronomes professionnels ont riposté, publiant des images comparatives et effectuant des simulations. Ils ont montré comment l'empilement d'images faibles peut amplifier le bruit de fond, transformant les rayons cosmiques et les pixels chauds en fausses structures. L'amélioration par IA, ont-ils soutenu, n'a fait que rendre les artefacts plus nets, mais pas la science meilleure. Le débat est rapidement devenu technique. Des termes comme écrêtage sigma, déconvolution et pareidolie sont devenus tendance sur les forums, alors que les utilisateurs tentaient de faire de l'ingénierie inverse pour extraire la vérité des données brutes. Certains ont fait remarquer que même une pile parfaite à l'échelle de 340 km par pixel de Cassis ne pourrait jamais résoudre un noyau de comète qui ne fait qu'une fraction de cette taille. Les images amateurs les plus nettes, en suivant, s'appuyaient souvent sur un traitement agressif qui introduisait plus de questions que de réponses. Avec chaque nouvelle image traitée, la frontière entre découverte et illusion se brouillait. L'appétit d'Internet pour les détails dépassait ce que les données pouvaient honnêtement fournir, et l'appel à une analyse rigoureuse et transparente devenait plus fort. S'il y avait quelque chose à voir là-bas, il faudrait plus que des astuces logicielles pour le prouver. Des posts anonymes ont commencé à circuler avant même que les premières images de l'Agence spatiale européenne finissent de faire tendance. Alors que l'écosystème des rumeurs s'étendait, la demande de vraies données aussi. L'appétit d'Internet pour les réponses dépendait maintenant du prochain tour de faits mesurables, de mathématiques orbitales, de signaux radio, de tout ce qui pouvait être vérifié. Jusqu'alors, le fardeau de la preuve restait avec les revendicateurs, pas avec les sceptiques. Mallory Leflan, responsable d'équipe de persévérance, faisait face à un problème qui ne s'intégrait pas dans la liste de contrôle de la mission. La caméra de navigation du rover n'était pas conçue pour chasser les comètes, encore moins une qui filait près de Mars à près de 90 km par seconde. Mais le 7 octobre, elle a autorisé une séquence spéciale, 10 minutes d'exposition continue du ciel, espérant capturer la trace de 3i-Atlas alors qu'elle passait dans le champ de vision de J0. Les images brutes ont montré une faible traînée. Elle mesurait un peu plus d'1 pixel de large, s'étendant en diagonale à travers l'image. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à un bug numérique ou à un rayon cosmique, mais le timing correspondait au passage prédit de la comète à la seconde près. Les mathématiques derrière la traînée étaient simples, mais les implications ne l'étaient pas. À 90 km par seconde, 3i-Atlas aurait couvert environ 54 000 km en 10 minutes, la même longueur que la traînée de la caméra de navigation. Si l'exposition a duré toute la séquence, la traînée correspondait au modèle de flou de mouvement. Un objet distant se déplaçant rapidement, trop faible pour une seule image, mais visible comme une traînée lors de l'intégration dans le temps. Mais il y avait un piège. Si la caméra a pris une exposition courte, la source devait être beaucoup plus proche, peut-être même en orbite martienne, pour produire une traînée de la même longueur. Sans accès aux en-tête Ishpool originaux, le temps d'exposition et la fréquence restaient verrouillés dans les journaux du rover. Chaque calcul dépendait de ce détail manquant. Était-ce la comète ou un objet plus proche qui brillait dans le ciel? La décision de Laflane avait transformé une rumeur vague en affirmation vérifiable.
La traînée de la caméra de navigation était devenue le premier nombre solide dans une mer de spéculation. Un point d'interrogation de 54 000 km. Pour le prochain tour d'écoute radio et de vérification orbitale, les mathématiques avaient établi la barre pour ce qui compte comme preuve et ce qui n'est que du bruit. La ligne tracée depuis le cratère J0 le 7 octobre pointait presque directement vers un endroit du ciel célèbre pour une chose, le signal WOW. En 1977, le radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio a capturé 72 secondes d'éclat à 1420 MHz, la ligne d'hydrogène. Sa source n'a jamais été trouvée, mais les coordonnées sont restées dans l'histoire de la science SETI. Maintenant, avec 3i passant à quelques degrés de cette zone, la coïncidence était impossible à ignorer. Les forums se sont remplis de calculs sur des serviettes. Pour égaler la force du signal WOW depuis un émetteur à 600 unités astronomiques, il faudrait au moins 1,5 gigawatt, peut-être 2 si on dirigeait l'antenne directement vers la Terre. C'est la puissance de sortie d'une grande centrale électrique rayonnée à travers le vide. Pourtant, malgré tout ce bavardage, aucun observatoire public n'a publié de données de lignes d'hydrogène du passage. Aucune campagne d'écoute coordonnée, aucun dump de spectre brut, même pas un résultat nul. Le silence n'était pas seulement optique maintenant, il était aussi radio. La question planait dans l'air. Avec la géométrie et les mathématiques alignées sur la table, pourquoi personne n'a-t-il essayé le test le plus simple ? Le 29 octobre, 3i Atlas a disparu derrière le Soleil du point de vue terrestre, disparaissant dans un éclat si intense que même les meilleurs télescopes ont été aveuglés. Pendant près de 40 heures, aucun observatoire terrestre ne pouvait la suivre. L'élongation solaire de la comète, son angle par rapport au Soleil, est tombée en dessous des limites de sécurité pour tout sauf les instruments les plus protégés. Pendant cette éclipse, chaque théorie a trouvé une place pour grandir. Certains astronomes ont averti d'éruptions naturelles ou d'une possible désintégration, le sort commun des comètes sous stress solaire. D'autres, scannant les modèles orbitaux, se demandaient à voix haute si une manœuvre, quelque chose de conçu, pourrait se déployer hors de vue. Le projet Galileo, une équipe dédiée à la recherche de signes de technologie non naturelle, a annoncé une surveillance 24 heures sur 24 sur tous les canaux radio et optiques disponibles, espérant toute anomalie alors que l'objet contournait le périhélie. Avec l'événement principal caché, le monde n'avait que des modèles et des spéculations. Quand 3i-Atlas réapparaîtrait, sa luminosité, sa trajectoire et tout nouveau fragment deviendraient le prochain test tant de l'imprévisibilité de la nature que des limites de l'observation humaine. Le début novembre apporte une liste de contrôles de tests pour 3i-Atlas. Les astronomes se tournent vers les courbes de luminosité, cherchant des chutes soudaines ou des éclats qui pourraient signaler la fragmentation. Les modèles orbitaux fonctionnent sur de nouvelles données, vérifiant les déviations minuscules, preuve de jet, de dégazage ou de quelque chose de plus étrange. Chaque mesure est un succès ou un échec. La lumière de la comète s'estompe-t-elle comme prévu? Ou se brise-t-elle en fragments? Les prédictions de trajectoire sont vérifiées contre la réalité, cherchant tout changement inexpliqué. Pendant ce temps, le vaisseau spatial Jupiter attend sa fenêtre d'observation plus tard dans le mois. Ces instruments promettent une perspective fraîche, mais les données brutes n'atteindront la Terre avant la fin 2026. Jusque-là, chaque changement dans le chemin ou la luminosité de la comète devient un indice, et chaque retard dans la publication de données maintient le monde dans l'expectative sur ce qui a survécu au Soleil. Le ciel d'octobre n'appartenait pas seulement à 3i-Atlas. Juste des jours avant le passage de la comète près de Mars, un objet géocroiseur catalogué comme 2025 TF a effleuré la Terre, glissant à l'intérieur des orbites des satellites GPS sans avertissement. Cet astéroïde, large de seulement quelques mètres, a échappé à tous les grands relevés jusqu'à ce qu'il soit presque au-dessus de nos têtes. Un rappel que même à l'ère de la surveillance de tout le ciel, petit et rapide peut encore signifier invisible. Pendant ce temps, deux comètes ont tracé leur propre cours imprévisible. La comète C sur 2025 A6 Lemon a commencé à s'éclaircir des semaines plus tôt que prévu, suggérant une possible éruption. La comète C sur 2025 P2CV a attiré l'attention par son approche rapprochée, à seulement 0,26 unités astronomiques de la Terre, soulevant des espoirs d'une queue visible et des craintes de fragmentation soudaine. Chaque événement soulignait les limites de l'observation actuelle, où la prochaine surprise pouvait venir de n'importe quelle direction à n'importe quelle échelle. La leçon,
L'espace est plein d'appels proches et notre veille n'est jamais complète. Les 7 et 8 octobre 2025, l'Agence spatiale européenne a publié les premières images officielles de 3I/Atlas. Juste un pixel flou, déclenchant un débat mondial et des appels à la transparence. Le faible détail était le résultat des limitations techniques de Cassis, pas d'une suppression intentionnelle. Néanmoins, le silence simultané d'IRISE, Tianwen-1 et Hope a laissé des lacunes clés dans les données inexpliquées. Malgré les images amateurs virales et les rumeurs persistantes sur les radiations inhabituelles ou les manœuvres précises, aucune preuve officielle soutenant ces affirmations n'est apparue. La traînée de la caméra de navigation de Perseverance correspondait au flou de mouvement attendu pour un objet voyageant à 90 km/s, mais les explications alternatives ne pouvaient pas être complètement exclues. Alors que 3I/Atlas disparaissait derrière le Soleil ou Perrielli, les observateurs se sont tournés vers le début novembre pour des signes de fragmentation ou de changement de trajectoire. Les observations retardées de Jupiter et le passage récent de l'objet géocroiseur 2025 TF soulignent les défis continus de surveiller les visiteurs rapides et imprévisibles. Jusqu'à aujourd'hui, 13 octobre 2025, la vraie nature de 3I/Atlas reste non résolue, soulignant à la fois les limitations et l'urgence des données ouvertes en sciences planétaires.